on en a parlé un petit peu déjà. Dans mon approche personnelle de la question, pour moi, l'interculturel, c'est une clé d'entrée parfaite pour la diversité en général, pas que culturelle du coup, et pour Absolument. l'interpersonnel également. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses et quelle est ta vision de la chose. Ah ben c'est essentiel. Je pense que l'aspect culturel, si si tu manques ces clés d'interculturalité, tu ne vas pas pouvoir toucher du doigt la vraie diversité, que ce soit une diversité de pensée, que ce soit... moi, je sais qu'on avait aux États-Unis, un peu comme tu as dans certains pays, des Employee Resource Group qui sont par thème. Que ce soit les LGBTQA+, que ce soit des Black Community, tu vois, des groupes je ne sais pas comment on dit en français, des groupes d'affinité, peut-être? Peut-être, bah, c'est même Des pas une groupes question d'alliés ou d'affinité, je des... sais même pas comment, mais en fait on a un rapport à ça en France qui est assez particulier quand même, le rapport au groupe et à la communauté. Et D'accord. la communauté existe peu en France en fait. On considère qu'il n'y a personne entre l'État et le citoyen et donc il y a une reconnaissance assez limitée des groupes. Même à Après l'intérieur dans d'une l'entreprise, entreprise? oui, dans D'accord, l'entreprise effectivement. Et c'est pour ça que tu vois que je te parle de ça parce qu'on a tendance à faire des silos d'accord. sur voilà, la gestion sur la gestion du handicap, sur la gestion des âges, sur la gestion du genre, etc. Donc, mais je ne sais pas comment on appellerait ça en termes de groupe. Donc nous, on appelle ça aux États-Unis Employee Resource Group, c'est-à-dire que je suis, nous, on en avait 20, une bonne vingtaine, donc ils se formaient par des groupes d'employés qui venaient à un moment nous voir en disant, bah voilà, on aimerait former Une ce groupe-là thématique. parce que on pense qu'il y a des besoins, et nous, on avait transformé ces groupes, si tu veux, d'affinité, et on les avait appelés think tank. D'accord, ouais. Et parce qu'on s'est Bah, je crois que c'est dit, peut-être comme ça. Enfin, c'est ouais, peut-être, d'accord, peut-être. Bah, ça dépend comment ça fonctionne. parce que nous, on s'était dit, en réalité, on veut en faire une richesse de diversité pour l'entreprise, au-delà du groupe qui va juste identifier les gens qui veulent faire partie de ce groupe. Mm. Donc je te donne un exemple pour revenir justement aux cheveux multiculturels. Et ben ce groupe alors il y avait plusieurs groupes, il y en avait un groupe, c'était African American Women. Et donc non seulement elles se réunissaient entre elles pour définir comment elles pouvaient s'aider entre elles, se mentorer, etc. Et elles avaient évidemment un sponsor qui était à un niveau senior, qui les aidait à structurer leurs pensées, leur approche, ce qu'ils voulaient faire dans l'entreprise, et ils nous présentaient ça. Mais aussi, on allait les voir quand, par exemple, les équipes marketing ou recherche et développement voulaient développer de nouveaux produits, aller les voir et les solliciter en leur disant, eh ben voilà, on a pensé à cet aspect-là d'un point de vue produit, culturellement, voilà, on pense que c'est la cible. Et ça développait, si tu veux, plus de diversité dans l'organisation parce qu'on les utilisait finalement comme des ressources, Génial. tu vois, à l'intérieur. Donc, pour revenir à ta question, l'interculturalité, c'est formidable pour la diversité parce que ça en crée. Et ça en crée en favorisant cet esprit à la fois de compréhension dans un premier temps, mais aussi de dialogue et d'échange autour de sujets qui vont de comment est-ce que c'est quoi une église baptiste dans la communauté noire américaine des États-Unis, aux cheveux multiculturels, aux habitudes de consommation de tel ou tel skincare product et tout ça. Ouais, ça amène à se dire, en fait, pour moi, la clé, c'est d'arrêter de deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est ça. Donc, c'est de se dire, ah, attention, peut-être que si l'autre fait ça ou dit ça, etc., c'est pas selon mon cadre mental à moi. Et donc, je vais lui poser la question. Et ça marche pour tout. Ce que tu disais sur le fait de poser la question sur les cheveux, mais comme sur, bah, ok, j'en sais rien, t'es en fauteuil roulant, mais en fait, réellement, de quoi tu as besoin, plutôt que d'anticiper en disant, bah, il doit avoir besoin de ça, Absolument. ou voilà. Et je trouve que la compétence interculturelle, c'est une compétence interpersonnelle Majeur. réplicable partout, dans tous les domaines, etc. Mais ça, je trouve ça plus difficile d'avoir cette compétence multiculturelle-là si tu restes dans un cadre qui est très connu. Oui. Tu vois, on parlait de la vulnérabilité tout à l'heure. C'est vrai que si tu te mets dans un cadre qui finalement est un cadre que tu ne connais pas, c'est plus simple de poser des questions. Alors que finalement, dans ce cadre-là qui est le mien, auquel je suis confronté tous les jours, j'ai plus de certitude finalement. Oui, tout à fait. C'est rassurant. Oui, oui, Et oui. puis quelque part, je pense qu'il y a aussi un lien au groupe majoritaire et minoritaire.
Bien sûr, C'est bien quand sûr. tu changes de cadre, bah, tu te retrouves minoritaire. redeviens et donc minoritaire. là, tu te rends compte que, bah oui, il faut analyser, il faut s'interroger sur son rapport à l'autre, etc. Absolument. Non, tout à Ouais. fait, absolument. Pour toi, quel est l'impact concret de la diversité sur les performances de l'entreprise? Parce qu'on a tendance à dire aussi, à faire des grands discours de oui, la diversité c'est bien, etc. Mais concrètement, toi, dans ton vécu, qu'est-ce que ça apporte autant en positif qu'en négatif? Je pense que la diversité et alors après, je pense que la diversité amène de la richesse dans l'innovation. Quand on est dans des phases de réflexion et où il faut rassembler toutes les idées de tous ordres, etc. Brainstorming. Tu vois, là, je pense que la diversité, tu ne peux pas te priver. Aujourd'hui, les organisations qui n'incluent pas de la diversité là-dedans se privent de ressources extraordinaires. Je pense que, et cette diversité, il faut aussi qu'elle soit visible à tous les niveaux de l'organisation. Parce que du coup, pour moi, ça devient un critère de sélection des talents. Si je ne vois pas des gens qui me ressemblent, quel que soit le niveau de l'entreprise, quelle que soit la fonction, etc., eh ben, je ne suis pas sûr que ce soit une boîte pour moi finalement. Et puis de plus en plus, on parle beaucoup de marque employeur de toute façon, hein, de plus en plus. Absolument. Donc pour moi, cette diversité, elle est clé sur des phénomènes d'innovation, sur des phénomènes de représentation. La diversité, alors à l'inverse, la diversité pour moi, et je l'ai vu, peut être un frein quand tu es dans des situations précises d'exécution rapide. Où là, tu as besoin finalement des gens qui soient, quand tu es dans une phase d'exécution et d'activation sans recherche d'innovation, mais plus d'efficacité, avoir tout le monde finalement En phase. et sur le même modèle. Alors après, peu importe que tu sois, peu importe ton genre, peu importe ton ethnicité, etc. etc. Mais là, la diversité, tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin d'un seul modèle aligné pour de l'exécution qui soit focusé sur l'efficacité. C'est le seul bémol que j'y mettrais pour moi. La diversité est une grande source de performance, peut être une source de comment dire, slowing the company down quand il s'agit de l'exécution. Si tout le monde se met à penser différemment et se dit, non, pour exécuter ça et pour faire avancer ce projet, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est le seul bémol où j'ai vu finalement que la diversité n'était pas forcément une richesse à ce moment-là. Et alors du coup, concrètement, c'est quoi la solution? Parce que tu ne vas pas dédiversifier tes équipes au Non, moment mais de... absolument. Je pense qu'il faut être clair. Pour moi, je pense que la clarté, c'est la mère de tous les principes dans une organisation. Donc être capable de dire, quand on commence un projet, on va avoir besoin de votre innovation, laissez libre champ à votre, à vos rêves les plus faux, vos individualités, essayons de trouver, etc. En revanche, quand on sera dans, et voilà pourquoi on va avoir besoin de votre créativité, de votre sens de l'innovation, parce que c'est important et expliqué. En revanche, quand on est dans cette phase, une fois qu'on a défini le projet, on s'est mis d'accord, il y a un scope et il faut avancer, on a un timing, on est plus en mode projet et project management, cette phase-là, ça sera one voice, ça sera peut-être un modèle d'exécution qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce qu'il faudra délivrer. Donc pour moi, c'est la clarté qui finalement, et je ne te demande pas de changer, je te demande juste d'adopter pour cette phase-là du projet un mode de fonctionnement qui ne sera peut-être pas celui dans lequel tu es le plus confortable, mais c'est celui qui va faire que le projet va aller à son bout. C'est mon point de vue. Non, c'est très intéressant. Et j'en avais discuté sur un podcast où j'étais invitée avec quelqu'un qui avait été à la Légion étrangère. D'accord. Et qui disait la même chose. Qui disait en fait, tu as des gens de tous les pays. Mais par contre, ils sont d'accord sur le fait qu'à un moment donné, l'autorité c'est celle-là et quand on dit qu'il faut faire et qu'il faut faire, c'est comme ça. Il y a des phases où chacun peut apporter des éléments différents, etc. Il y a des phases d'action et là, en plus c'est militaire, donc tu sais que... Bon. Exactement. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que la diversité culturelle ait un impact positif. Bien sûr. Et je pense qu'au contraire, il faut vraiment la rechercher. Moi, j'ai vu
J'ai vu, et je ne citerai pas de nom de boîte, mais j'ai vu dans des environnements, dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé et d'autres, où la diversité culturelle n'était pas là. Et je reviens un peu à mon anecdote quand j'étais plus jeune à Limoges et où je me disais, ouais, finalement, effectivement, c'est confortable parce que je me retrouve avec des gens que je connais, des gens qui sont un peu... et donc, du coup, tu sais un peu ce que les gens vont dire, tu sais ce qui va se passer, il n'y a pas vraiment... Et donc, la créativité, c'est zéro. Ouais. Donc, je pense que c'est... Moi, tu vois, je pense que si elle n'existe pas, tu périclites très vite dans le monde d'aujourd'hui, hein. Non, on parle de plus en plus de la capacité d'adaptation d'une boîte, en fait. Et si tout le monde fonctionne pareil, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'adapter Bien sûr, bien sûr. et de rebondir et de réagir. Alors après, moi, j'ai un rêve, j'ai une philosophie et un rêve que j'ai vu fonctionner épisodiquement, qui prend le contre-pied, d'une certaine diversité de situations, mais qui pour moi est un fonctionnement super intéressant d'un point de vue de la psychologie des organisations. En deux mots, c'est tu prends des intact teams et tu les mets sur des projets et tu les déplaces de projet en projet. Tu les mets sur tes challenges les plus difficiles que l'entreprise a. Donc tu crées une équipe de projet, une équipe, et tu travailles sur cette diversité, donc au cœur de la création de cette équipe. Et une fois que tu as trouvé l'alchimie qui fait que cette équipe, elle fonctionne, tu la laisses intacte. Et tu vas la déplacer et tu vas la mettre et l'exposer à des projets différents, des situations différentes, mais tu ne changes pas l'équipe. Ah, c'est intéressant ça. Et ça, donc tu l'as testé, tu disais que tu l'as vu en... Ah ben moi je l'ai vu fonctionner plusieurs fois et ça fonctionne, mais ça fonctionne avec une seule condition, c'est qu'il faut que tu aies dans cette équipe au départ de la diversité. Ouais. Parce qu'après la diversité, tu ne l'injectes plus. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne rentre, personne ne sort. Ah. Mais une des clés, et pourquoi c'est très intéressant, c'est que tu as une capacité, dans chaque groupe, équipe qui sont constituées, tu as toujours un moment où on ne se connaît pas, donc on va se tester, on va voir comment on fonctionne, etc. Comme quand tu arrives dans un pays, quoi. Absolument. C'est... Une fois que l'équipe elle est constituée et qu'on a travaillé ensemble sur un projet pendant 12 mois, 18 mois, et qu'on a changé une marque, on a remis sur les routes un modèle financier, etc., on se connaît bien. C'est ça. Et donc du coup, quand on va réattaquer le deuxième projet, on va aller beaucoup plus vite sur ces phases-là où l'équipe a besoin de se connaître. Donc c'est aussi un projet, c'est aussi un modèle très intéressant. J'adore. Très très chouette. Oui, la question que je voulais te poser du coup par rapport à l'impact positif de la diversité culturelle, etc., c'est à tes yeux, comment on fait pour combiner le respect des identités propres à chacun et la culture d'entreprise justement qui crée le tout. Tu vois, il y a toujours... Moi, c'est une question vraiment que j'ai envie de creuser, c'est comment tu fais pour combiner ces identités avec la culture de l'entreprise et le fait que peut-être qu'il y a des éléments dans la culture propre d'une personne qui ne vont pas coïncider avec ta culture d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que... Comment tu trouves cet équilibre, en fait, quelque part? Moi, je pense qu'il faut... Je reviens à mon point sur la clarté. Oui. Je pense qu'il faut être clair sur qu'est-ce que la culture est et qu'est-ce que la culture n'est pas. Que ce soit une culture d'entreprise, d'une société, etc. Une société, c'est plus difficile parce que c'est une culture, enfin, tu n'as pas les mains dessus et tu ne peux pas... mais la culture d'une société, si on reste dans le cas d'une entreprise, il faut être clair sur c'est quoi la culture ici. Qui on est. Qui on est, c'est quoi nos valeurs, à quoi on croit, c'est quoi aussi nos comportements. Parce que finalement, ce qui décrit une culture, ce sont des comportements. Plus que des valeurs écrites sur un mur, c'est les valeurs en action Comment, qui voilà, font comment que... elles se retranscrivent. Voilà. Et après, c'est, je pense, à chaque individu de dire, finalement, d'abord, je comprends bien, c'est clair. Deux, est-ce que c'est en adéquation avec qui je suis, ce à quoi je crois, et est-ce que ça va me porter au-delà du job que je vais faire au quotidien? Est-ce que finalement ce purpose, il est aligné avec le mien? Moi, je crois beaucoup à l'alignement des purposes. L'entreprise a un purpose et individuellement, tu as un purpose aussi. Et je pense que si les purposes, à un moment, ils sont alignés, ça fonctionnera.
Après, moi j'étais toujours dans mes différentes compagnies très clair sur qui on est, mais surtout qui on n'est pas. Et après, ça ne veut pas dire que toute entreprise est faite pour tout le monde. Moi, je Je pense suis d'accord. l'inverse. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler chez L'Oréal, de la même manière qu'ils n'étaient pas faits pour travailler chez PepsiCo, et vice-versa, des gens qui n'auraient pas fonctionné de chez PepsiCo chez L'Oréal, et vice-versa. Donc, je pense que la clarté, c'est l'important, et après, chacun doit être le seul juge de finalement, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne me va pas, est-ce que je suis content ou pas. Et après, j'ai une philosophie qui a toujours été la mienne au cours de ma vie et qui est perso et professionnelle, qui est si tu n'es pas bien à l'endroit où tu es, il ne faut pas y rester. Parce qu'après, c'est de. Voilà. Mais donc ça, il faut que ce soit sur la table dès le début, quoi. Ah, Dès le ben, ah oui, recrutement, même avant ça, dans ta communication d'entreprise, finalement, sur... moi je crois beaucoup et je sais que c'est une de tes questions et on en a échangé sur la technologie. Oui. Moi je crois beaucoup à justement l'utilisation de la technologie dans ces moments-là pour essayer de mettre en immersion, parce que je peux te raconter la culture L'Oréal ou PepsiCo ou que je ne sais, mais c'est finalement, je te la raconte un peu avec mes mots et mon filtre d'une certaine manière. Mais moi, ce que je pense, c'est que si j'arrive à te montrer grâce à la technologie et à te mettre en immersion, et avant que tu ne rejoignes, au moment où tu es en train de courtiser, peut-être de rentrer chez L'Oréal ou chez PepsiCo ou n'importe où ailleurs, je te dis, bah, tiens Charlotte, voilà à quoi ressemble une réunion chez L'Oréal ou chez PepsiCo. Tu mets ton casque virtuel et tu es dans la réunion, tu observes et tu vois les Génial. comportements. Ça, pour moi, ça te donne l'occasion de dire, bah, tu sais quoi? Non, Je le ces sens pas. attitudes, tu vois, je ne le sens pas, Mm. ou je ne me sentirais pas à l'aise dans ces moments-là. Mm. Euh, donc je pense qu'à la fois la clarté et donner aussi des exemples concrets pour dire, bah oui, finalement, ça me va ou ça ne me va pas. Je trouve ça intéressant parce que quand j'écoute mon père me raconter comment ça se passait quand il est sorti d'école d'ingénieur, parce qu'il a fait une école d'ingé, il disait mais les entreprises s'alignaient pour nous recruter. Ouais, Ils faisaient la queue à la sortie de l'école ouais, pour nous ouais. recruter. À ma génération, où c'était à nous de galérer pour trouver une boîte qui veuille bien de nous, et là on passe dans une autre phase encore, où on revient à la question de la marque employeur, etc., où les gens choisissent en fait Bien maintenant. sûr, Et bien je trouve sûr. qu'il y a peut-être un rééquilibrage quelque part entre ces deux phases-là, de nous on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, ok maintenant on en discute. On en discute, Oui. on se pose des questions, on explique comment on fonctionne, comme Absolument, sur l'interculturel. On absolument. explique comment soi on fonctionne et on pose la question sur comment l'autre fonctionne pour voir si ça peut coller en Si fait. ça peut coller ou Et pas. comment on fait coller. Il ne faut pas essayer de mettre, comme on dit en anglais, un square peg in a round hole. Faire rentrer un carré dans un rond. Ouais, Et c'est ça. un cercle. C'était quoi? C'était dans un indien dans la ville, non? Un cercle est un carré est un cercle. Ah, c'est vrai? C'était Ariel Dombal qui D'accord. disait ça. Voilà, mais un cercle n'est pas un carré n'est pas un cercle. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, on en revient, du coup, c'était ma question suivante, tu vois, sur l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a une partie de moi qui pense que en fait, maîtriser l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui t'aide aussi sur l'interculturel et l'interpersonnel. Parce que j'ai l'impression que finalement, les compétences clés à développer sur l'intelligence artificielle, c'est l'art de savoir expliquer ce que tu veux et poser la question à l'intelligence artificielle pour vérifier qu'elle a bien compris ce que toi, tu voulais communiquer. Est-ce que, enfin voilà, c'est un sujet que je mets sur la table parce que c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps mais que je n'ai pas encore creusé. Je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, peut-être, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu des projets dans lesquels tu t'es engagé sur l'IA dernièrement. Mais voilà, j'ai la sensation qu'il y a quand même, que c'est assez intéressant finalement, ce développement de l'intelligence artificielle vis-à-vis du développement de compétences Bien sûr. interpersonnelles. Bien sûr. D'abord, je pense que d'un point de vue macro, je pense que la technologie et l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu ne peux pas y échapper. Donc je pense que tous les managers, les individuels, les leaders, il faut vraiment qu'ils s'y mettent parce que c'est là pour rester, c'est là pour se développer encore. Et l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, ça n'est que le début finalement de quelque chose de beaucoup plus grand. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pourquoi je pense que c'est un indispensable, c'est parce que je vois, moi, la technologie et l'intelligence artificielle en particulier comme une amplification finalement de la capacité humaine. Pour moi, ça n'est que le prolongement de choses que tu peux faire
mais qui te prendrait beaucoup plus de temps, et là où l'IA est capable de le faire beaucoup plus vite et peut-être même comment dire, de te poker en te disant mais tiens, il y a aussi ça, Charlotte. Donc pour revenir à ton point sur est-ce que oui, finalement, c'est pas un peu comme la multiculturelle, on demande de savoir bien poser des questions à l'IA, c'est un peu similaire. Oui, et en fait, l'IA aujourd'hui, déjà nouvelle génération, quelle que soit la question que tu vas lui poser sur le sujet, va aussi te dire ah mais oui, mais Charlotte, tu me parles de ça, de ces aspects multiculturels, mais est-ce que tu veux dire ça ou est-ce que tu as aussi pensé à ça? Donc l'idée maintenant de l'intelligence artificielle nouvelle génération, c'est que non seulement ils vont répondre à ta question encore mieux que tu n'aurais pu peut-être y penser toi-même, mais aussi te relancer en te disant bah, tiens, Stéphane, tu penses à une nouvelle organisation RH, mais est-ce que tu as pensé dans ta nouvelle organisation que dans 2 ans, il y a ça qui va arriver et il y a l'employee experience et comment est-ce que tu vas structurer ça? Et donc du coup, c'est presque aujourd'hui comme un partenaire de réflexion qui t'aide à te dire, oh putain, ça sont des sujets auxquels je n'avais pas du tout pensé en fait. Donc pour moi, c'est une vraie passion que j'ai depuis très très longtemps. D'accord. En fait, mon rêve, j'avais un rêve quand je suis arrivé aux États-Unis, et je me disais, ça serait génial si chaque employé avait un Alexa. Le jour où Alexa est sorti, moi j'étais fasciné par ça. Et je me suis dit, ça serait génial si chaque employé avait sur son bureau un Alexa, et en fait un Alexa individuel. Quand tu es au bureau, tu peux lui poser des questions. Et puis quand tu n'es pas au bureau, c'est sur ton téléphone et tu lui dis, bah, par exemple, Alexa, combien j'ai de journées de congé qui me restent. Ah oui, génial. Des gens comme moi, par exemple, quel genre de bénéfices aux États-Unis ils prennent. Tu vois, je suis single, j'ai 25 ans, quel genre de bénéfices ils prennent. Ou alors, tu vois, tu lui poses plein de questions. Et donc, j'avais toujours pensé à des choses comme ça, personnalisées. Et je te parle de ça, il y a presque 20 ans. Ouais, C'était ma vision marrant. du truc. On y est. Donc on y est, mais on est encore mieux que ça. Ouais. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter la capacité humaine de penser à des choses, de ne rien manquer. Alors ça ne va pas le faire à ta place, pas encore, ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas, ça va te dire, tiens Charlotte, tu voyages des Pyrénées à la Bretagne. Est-ce que tu veux passer par la côte ou est-ce que tu veux passer par les terres? Parce que si tu passes par les terres, tu peux peut-être t'arrêter. Il y a un site extraordinaire auquel tu n'as pas pensé. Tu vois, c'est ça l'intelligence tout à fait. artificielle pour moi de demain. C'est quelqu'un qui va te suggérer des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Donc, pour moi, utiliser l'intelligence artificielle à des fins de meilleures connaissances culturelles, c'est du pain béni, quoi. Et c'est du pain béni que tu as à portée de main. C'est très facile. Tu as des interfaces vocales. Ma mère a découvert récemment ChatGPT. Elle n'utilise plus Google. Bah oui, non mais moi non plus, Ben, c'est clair. tu vois. Elle me dit mais c'est formidable. Et elle ne parle pas anglais. Elle tape en français et donc le truc lui répond. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tendance à penser à l'intelligence artificielle en inverse. Ça nous permet de ne pas réfléchir. Toi, ce que tu dis, c'est que ça nous permet de réfléchir encore différemment. Absolument. J'adore. Parce qu'il te relance et c'est un prompt. Alors, pas toutes. Tu as les intelligences artificielles qui sont basiques et qui te donnent effectivement, tu leur poses une question, ils vont te donner une réponse très complète, encore plus complète que tu ne l'imaginais. Mais tu as des intelligences artificielles maintenant, nouvelle génération, qui vont te dire, mais tiens, tu m'as posé la question en fait sur, je ne sais pas, la rivière qui remonte, etc. Mais est-ce que tu sais qu'au bout de la rivière, il y a un lac et l'écosystème au bout du lac, c'est ça, etc. Et est-ce que ça t'intéresserait de le visiter? Et là, tu te dis, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est ça pour moi la c'est richesse. ça l'interculturel. Oui. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Hein? Ah oui, alors ça c'est une question que j'aime bien poser aussi aux expats. Ça te fait quoi quand tu rentres en France? Parce que ça fait longtemps que tu es à l'étranger. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu définirais ton rapport à ta culture? Elle est dure cette question. Ouh. Alors ça me fait, d'abord je suis toujours content de rentrer en France évidemment.
parce que j'y ai encore de la famille, mes parents, et puis parce que c'est mon pays d'origine, donc je me sens évidemment français par plein d'aspects, mais c'est quand je viens ici, je suis chez, enfin, je me reconnecte. On en parlait pour avec Mhm. toi, la Bretagne. Quand je suis ici, je me reconnecte et je me dis oui, j'arrive à. Quand je suis ailleurs en France, je suis pas sûr parce que j'ai pas toujours le sentiment. Alors c'est familier évidemment quand je reviens, de par la langue, de par voilà. En même temps, il y a plein de choses qui sont pas moins. Tu vois, je vais te donner une anecdote qui est il y a quelques années, ouais, il y a pas mal d'années en fait, on revient en France avec mon épouse, nos enfants, et puis on est en train de parler anglais, on est à l'aéroport, et puis nous c'est vrai qu'aux États-Unis on respecte plutôt, on attend les choses, et puis voilà, on passe au moment où on doit passer quoi. Et on est en train d'attendre à l'aéroport, et c'est chacun son tour, donc on est les prochains, et puis j'entends la famille qui est à côté parler en français en disant mais de toute façon c'est des couillons d'Américains à côté de nous et puis on va leur passer devant et donc je te laisse imaginer, j'ai pas été très sympa avec, dans ma réaction. Et donc du coup, qu'est-ce que ça me fait? C'est ça, il y a des choses qui sont familières et qui me rappellent des choses. En même temps, je me dis, c'est pas forcément, c'est pas je rentre pas forcément chez moi, tu vois. C'est un mélange. J'ai du mal à me dire c'est ici chez moi, parce qu'il y a des choses qui sont familières et pour lesquelles je suis ravi de revenir, ouais. Et il y a des situations hors ici, France nécessairement, où tu te sens chez toi, sans que ce soit forcément lié à la géographie, hein, mais Oui, alors des après trucs c'est où tu dis plus ça, avec c'est ma ma famille. culture. Oui, oui évidemment, c'est quand je suis avec ma famille, avec mes enfants, et c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de 11 ans que j'ai décidé de prendre aussi la nationalité américaine, donc j'ai une Ah double oui. nationalité. Et c'est vrai que ça me définit bien, quoi, une double culture. J'ai cette double culture-là et ce double amour des deux pays, avec aussi un côté critique sur l'un et l'autre. Ça fait partie, ça fait partie du package. C'est pas vraiment ta culture si tu la critiques pas du tout. Ouais, ouais. Donc tu vois, Surtout quand t'es français. en plus quand tu es français, ça fait partie de notre DNA, comme on dit, ADN. Hein. ADN, voilà. Et donc, oui, oui, voilà. Euh, donc oui, c'est toujours... ouais, c'est une question intéressante. Ouais. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, que je me pose toujours Et beaucoup. Et quelle est toi on ta en avait un peu réponse? parlé Ouais, ouais. quand on avait échangé la première fois. Pour moi, en fait, les gens de ma culture, ce sont les gens qui ont voyagé et qui ont habité dans d'autres pays. Bah, c'est Les gens sûr. tu vois, il y a des gens que je rencontre où, pouf, c'est fluide. Ouais, Et ouais. généralement, je me rends compte que ce sont des gens qui Qui ont soit ont des voyagé. parents de cultures différentes, soit ont habité dans d'autres pays, soit ont beaucoup voyagé. Mais il y a une sorte de fluidité où en fait, je sens que je peux être moi-même parce que Ouais, d'une ouais. certaine manière, j'ai tellement voyagé que souvent, on en parlait, je me shrink, je me Eh, diminue c'est ça. parce que c'est trop hors cadre en fait et du coup il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Ils ont du mal à au point de l'accepter. penser Ouais, parfois que je suis mytho, que je raconte des bobards ouais, ouais. parce que c'est tellement éloigné de la réalité que voilà. Et je me rends compte que quand je rencontre des gens qui ont beaucoup voyagé, j'ai pas besoin de bas parler de ça parce que ça fera trop, voilà. Et on en parlait là, j'étais en covoiturage pour venir jusqu'ici, jusqu'à chez toi. Et on en parlait dans la voiture du fait que quand on a voyagé, on a beau avoir fait 50 pays, on rencontre quelqu'un qui nous raconte un voyage, on va être là, waouh, mais c'est génial. On n'est pas, y a pas, tu Ouais, peux pas ouais, arriver ouais. à un point où tu es blasé des voyages, tu vois. Donc voilà, donc moi, ma culture, j'ai l'impression, c'est Non, la tu as culture raison. des gens qui ont côtoyé plusieurs Tu as raison. cultures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde avec mon épouse Mary Jo, tu vois, elle est née aux États-Unis, mais elle a travaillé et vécu pendant 4 ans au Canada. Elle a travaillé et vécu pendant 2 ans au Mexique. Elle a aussi beaucoup bougé aux États-Unis avec des cultures d'État très différents, évidemment. Euh, c'est vrai quand on regarde nos amis, c'est plutôt des gens qui ont voyagé parce qu'on est ni quand on est ici, oui, on voit de la famille, mais on voit aussi des gens très internationaux. Donc on n'est ni complètement français, ni complètement américain, parce que Ouais, les Américains, tu as des Américains typiques qui ne sont pas nous, quoi.
Ouais. Et c'est pas nous, voilà, on se sent pas forcément plus à l'aise non plus. Donc tu as raison, je rejoins ton point de vue. Il y a ce concept sociologique de third culture kids ou third culture adults. Et c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est un concept sociologique Ouais. qui existe. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est vrai. Je vais Tu me le renoter notes. ça. Third culture kid Alors, adult. tu parles de ta famille justement et je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé justement à titre personnel avec vos enfants, tous les deux, avec tes enfants. S'il y a eu des difficultés particulières tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, le passage de Londres aux États-Unis par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, avec le recul, tu vois ce que ça leur a apporté, si aussi il y a des freins ou des blocages qui se sont créés de par on va mettre les choses sur la table Ouais, bien parce sûr. qu'il y a toujours des deux, clairement. Déraciner ses enfants, ça veut dire leur apporter énormément de choses, mais c'est aussi les challenger. Les priver d'autres choses. Voilà, Ouais. est-ce que toi, tu as du recul là-dessus? Il y a eu des moments compliqués évidemment pour plein de raisons, parce que pour des raisons perso, de divorce, et donc où les enfants ont été dans des environnements culturels différents, internationaux différents. Ah tiens, tu as le petit lézard. Oui, qui est alors là. je n'ai pas précisé qu'on était en enregistrement à l'extérieur, donc on a les enfants à côté qui jouent dans la piscine chez les voisins, mais on a aussi les petits lézards qui passent à côté de nous sur l'arbre. Mais ils sont inoffensifs. On ne va pas se faire attaquer encore de tournage. Non, absolument pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu des moments, il y a eu des moments difficiles de transition en particulier. Quand mes enfants sont venus vivre, ils vivaient avec leur maman en Écosse et ils sont venus ensuite vivre aux États-Unis, c'était leur choix. Donc, mais c'est vrai que c'est des cultures très différentes, encore une fois, et donc et des cultures aussi d'éducation scolaire. Donc les moments de transition et d'adaptation ont toujours été compliqués. Ce qui est difficile en tant que parent, je ne sais pas comment toi, tes parents ont vécu ça, mais ce qui est difficile, c'est de ne pas se dire oh my gosh, tu vois, c'est de ma faute, c'est normal, on les a mis dans cette situation-là. Quand ils sont en situation, tu te dis, bah oui, c'est normal, c'est moi qui les ai mis là-dedans, donc c'est de ma faute. Donc il y a une culpabilité très forte, et en réalité, tu te rends compte qu'eux-mêmes aujourd'hui t'aident à ne pas te sentir coupable, parce qu'ils te disent, ben non, finalement, tout ce qu'on est Avec le aujourd'hui, tout ce recul. qu'on a vécu, c'est parce que voilà, on a pu faire des choses dans différents pays, on a eu ces opportunités. À Londres, en Écosse, en France, aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Après, J'ai l'impression que dans les décisions d'éducation au sens large, il y a toujours les deux faces de la pièce en fait. bien sûr, Donc bien oui, sûr. tu as le côté ça a été dur, j'ai galéré. Je sais pas, moi aujourd'hui je pourrais dire par exemple que j'ai tendance à vouloir plaire à tout le monde, à faire en sorte de surtout pas déplaire, parce que en fait j'ai tellement déménagé, puis à chaque fois je déménageais en cours d'année scolaire, hein, c'était systématique, Ah oui. merci papa, maman, où il fallait se faire des Fallait nouveaux que tu te copains, etc. réadaptes, oui, Mais d'un autre côté, tu me mets dans n'importe quelle situation sociale et je me débrouille. c'est ça. Donc voilà, il y a toujours, et c'est ce qu'on apprend aussi en vieillissant, en tant qu'enfant d'expat, c'est que bah oui, il y a eu des choses difficiles, mais c'est aussi ça qui nous a apporté d'autres choses. Qui nous a façonné Ouais, pour qui on est. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter? Je vais passer après à la petite partie bonus, petite Ouais. question pour te connaître un peu mieux. Mais je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres anecdotes ou des choses dont tu voulais parler Non, Non. je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Pas mal, ouais. Ouais. Alors, première question bonus. Est-ce qu'il y a une fête, un rituel que tu adores de n'importe quel pays Alors, il y a une fête qu'on adore et qui est significative pour nous. C'est la fête de Thanksgiving. D'accord. Parce que pour des raisons pratiques, c'est la seule fête où on arrive à avoir tous nos enfants au même moment ensemble. Après, pour différentes raisons, certains pour les fêtes de Noël, parce qu'on fête Noël. Il y en a qui voyagent, il y en a qui viennent en Europe, voir leurs autres parents. Donc, mais la fête de Thanksgiving, on a toujours en règle générale nos enfants à un moment ou à un autre. Et c'est une fête qui finalement, alors il y a un aspect commercial évidemment américain qui est très fort là-dessus, mais si tu reviens aux roots et aux racines de cette fête, c'est finalement être
être thankful pour tout ce qu'on a, et les petites choses et les grandes choses. Et donc c'est toujours un moment où finalement on est entre nous et on est, comment dire, reconnaissant, c'est ça? C'est On ça. est reconnaissant d'être ensemble et c'est un moment de connexion. Donc moi j'aime bien cette fête-là. En plus, elle se passe dans l'automne, à la fin de l'automne, C'est beau. presque en hiver, tu Ouais. vois. Et on a une tradition, on l'a faite dans le Vermont. On a un endroit Ça dans doit le être Vermont, chouette. dans le sud du Vermont. Donc c'est toujours très cosy, il fait toujours froid à l'extérieur en règle générale. On a toujours des moments sympas. Donc ouais, c'est vraiment notre fête à tous. Extra. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel que tu aimes particulièrement? Alors, en fait, il y a des plats traditionnels. Quand je ne suis pas en France, il y a une chose dont j'ai envie et c'est un steak tartare. Donc du Ok. coup, quand j'arrive ici, Chose qui horripile les Américains. donc tu vois, j'essaye de manger un steak tartare assez vite parce que c'est quelque chose qui, avec des frites, une salade, voilà, ça me manque. Et puis, tu vois, quand je vais revenir aux États-Unis début septembre, j'adore manger un lobster roll. Oh, Parce que pour moi, c'est un truc très américain où c'est voilà, un sandwich avec du, comment ça s'appelle, du du homard homard. à l'intérieur et puis un peu de beurre avec du pain brioché. C'est un peu, voilà. Ça a l'air pas... J'avoue que j'en ai jamais mangé, Ah mais ben, ça il a faut l'air pas vraiment mal. que tu essayes. Mm. Je note. Les meilleurs sont dans le Maine, mais Ok. tu as des lobster rolls qui sont un peu partout, ils sont très bons. Bon, faudrait que j'aille dans le Maine alors. Ouais. Une chanson ou un style de musique traditionnel que tu aimes bien? J'ai découvert en fait, parce que ma femme est une grande fan et deux de nos filles aussi, la country music. Ok. Et j'ai appris finalement à écouter les paroles plus que J'ai toujours été un fan des mélodies. Oui. Et moi, j'aime les mélodies ou j'aime pas les mélodies. Ça me parle pas. Et donc, du coup, maintenant, j'écoute un peu plus les paroles. Et comme voilà, ça me parle, c'est des paroles qui sont assez simples sur la vie des gens, sur les communautés, l'amour. Et voilà, donc du coup, j'ai appris à découvrir cette musique-là et j'en écoute pas mal en ce moment. S'il fallait que j'en écoute une pour découvrir le style, ce serait quoi? Ça serait, je vais te dire parce que ma fille me dit, mais comment papa je l'écoute toujours, c'est... Je la partagerai comme ça en Ouais. description du podcast Oui, pour que oui, les gens oui. puissent écouter. Ah voilà, c'est ça, Morgan Wallen. Morgan Wallen. Ok, Morgan Wallen. Morgan Wallen, exactement. Je note. Et dernière question, est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Alors, si je mets de côté peut-être la France et les États-Unis qui me touchent pour plein de raisons, il y a un pays que j'aime beaucoup, qui est le Canada. Parce que pour moi, le Canada, et en fait, il illustre un peu plein de choses qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire la nature. C'est un pays qui est gigantesque, un pays qui est très différent et très varié. C'est un pays qui, on parlait d'aspect culturel, d'un point de vue culturel qui est très riche, qui a aussi beaucoup de respect de leur tradition, puisque ils ont un très très grand respect en fait pour les Indiens d'Amérique du Nord qui ont été au Canada, Ouais. qu'ils appellent d'ailleurs the First Nation. Ouais. C'est un peuple qui à la fois comment dire, célèbre ses traditions. Et ces traditions, elles sont aussi souvent inscrites en Europe et c'est un peu où ils ont leurs histoires, Ouais. que ce soit du côté anglais ou bien français pour les provinces du Québec, mais qui aussi est vers l'avenir. Ouais. Donc pour moi, c'est un bon pont entre l'ancien monde et le nouveau monde, avec des traditions, mais aussi le regard vers l'avenir. Ils sont très informels, c'est un pays que j'aime bien. Et puis il est beau. Donc je ne sais pas si tu as déjà été au J'y suis toujours Canada. pas allée, non, Il faut que tu ailles. mais ma Il petite faut que sœur tu y ailles. déménage là-bas, donc je pense oui. que je vais, Eh, je vais aller il faire faudra un que tu tour. ailles. Zut alors, je vais être obligée d'aller faire un tour dans un nouveau pays. Tu nous le diras, voilà, tu nous le diras. Et puis tu sais, le Vermont, c'est l'État qui est juste en dessous. Oui. Donc il faudra que tu viennes nous voir. Ah Comme ça, bah, tu découvriras le Vermont aussi. j'adorerais, Voilà. avec grand Et plaisir. bien voilà, ça sera avec grand plaisir. Après avoir découvert votre maison ici Voilà. à Osgore, à Cap-Breton. Exactement, exactement.
Bah, écoute, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie d'avoir échangé avec toi. C'était super Merci à intéressant toi. et je suis ravie de pouvoir partager ça avec plein de gens par le C'est très podcast. Mais gentil. rien que pour moi, je suis contente. Et merci à toi, c'était un plaisir Charlotte. J'ai beaucoup adoré échanger là-dessus, mais aussi notre première discussion, je savais qu'on aurait un échange à la fois fructueux, mais aussi très sincère. Donc merci. Et bah, à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous ne voulez pas rater les prochains, pensez à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et bien sûr, partagez le podcast avec les voyageurs, les expats ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.